Vous êtes situé à gauche, là, sur cette... Ça vous gêne pas, non? D'être situé à gauche et de prendre le fauteuil de gauche. Alors, vous avez un micro. Voilà. Alors, merci de votre visite. On vous attendait en février et puis la SNCF n'a pas voulu, a fait une grève spécialement pour que vous ne puissiez pas venir à La Baule. On a annulé spécialement mon train. Voilà, exactement. Mais comme nous sommes tous un peu pugnaces, vous êtes là au mois d'avril pour parler d'un livre qui est sorti au mois d'octobre, oui. Je crois. C'est ça, oui. Voilà. Et donc, c'est votre... Juste avant les massacres du 7 octobre. Oui. Mais il n'y a pas de lien de cause à effet. Non, mais c'était presque une illustration de, de vos propos. Ouais. Alors donc, si j'ai bien compté, c'est votre 9e livre depuis 1998, et on ne peut pas dire que quand on les lit, vos livres, ce soit un portrait très joyeux de notre société, ni du monde politique que vous connaissez, et la société et le monde politique très bien. Vous avez été haut fonctionnaire, vous avez été homme politique, vous avez été conseiller de Nicolas Sarkozy pendant sa présidence, donc, et vous avez travaillé également dans le privé, donc vous connaissez bien le monde actuel et vous ne l'aimez pas beaucoup. Ou c'est lui qui ne m'aime pas. En tout cas, vous en dressez dans ce dernier livre un portrait, disons, pas très flatteur. Alors, d'abord, on va expliquer le titre. Et puis, j'ai oublié de vous dire, mesdames et messieurs, que vous allez pouvoir poser des questions à M. Guénaud pour illustrer vos idées, au fond, et puis, comme ça, vous pourrez y répondre. Le titre. Donc, dire quelque chose d'abord, vous remercier à tous d'être venus à ma rencontre et vous dire bonjour, ce que je n'avais pas encore fait depuis que je me suis assis à cette... Je suis tellement bavard, pardonnez-moi. Je vous rends la parole. Je vous la redonne immédiatement pour expliquer le titre que vous avez emprunté à Victor Hugo. Oui, absolument. Donc c'est l'histoire de Josué qui tourne autour de Jéricho avec des trompettes. Alors au début, tous les gens qui... Enfin, racontez-nous. Oui, alors c'est la version hugolienne du passage de la Bible qui se rapporte aux trompettes de Jéricho. Hein. Dieu dit aux Juifs de tourner autour des murailles de Jéricho, qui sont des murailles très, très solides. C'est pour éprouver la foi. Hein. Personne ne peut croire que ces murailles vont tomber au bruit des trompettes. Donc ils tournent autour avec l'Arche d'Alliance et les trompettes. Personne n'y croit. Mais la foi des Juifs en Dieu est plus importante que le réalisme et la raison qui pousserait plutôt à ne pas se livrer à cet exercice. Donc ils le font. Et évidemment, tout le monde connaît l'histoire. Pendant 6 jours, il ne se passe rien. Et puis le 7e jour, alors le 7 est un chiffre symbolique, comme dans beaucoup de textes, soit religieux, soit mythologiques, mais au bout du 7e jour, les murailles s'effondrent. Et Victor Hugo reprend ce passage de la Bible dans les Châtiments. Et c'est vraiment un morceau, un poème qui moi, m'a fait irrésistiblement penser à la situation que nous vivons aujourd'hui, puisque Victor Hugo montre dans son poème que chaque jour, la population de la ville, le roi d'abord et puis la population de la ville, par catégorie sociale, d'ailleurs par âge, vient sur les remparts, regarde les Juifs faire le tour de la ville et rit, se moque de ces Juifs qui pensent qu'avec leurs trompettes, ils vont ébranler les murailles. Et d'ailleurs, Victor Hugo note que le premier jour, le roi vient sur sa tour de granit et se moque des Juifs. Et le 6e jour, il revient encore sur sa tour de granit et il dit le roi rit sur sa tour de granit. Voilà, et le lendemain, tout s'effondre. Alors il y avait deux
deux dimensions allégoriques pour moi dans ce poème. Le premier, c'est que on a beau croire que ça n'arrivera jamais, il y a des choses qui finissent par arriver. Un peu de lucidité peut nous faire penser que ce qui a l'air de ne pas pouvoir arriver pourrait quand même nous arriver. Et la deuxième remarque, c'est que pour moi, ces murailles, au fond, elles sont la métaphore de tout ce que nous construisons pour essayer de pour essayer de transformer l'homme, son animalité, en humanité. Voilà, ce sont tous ces murs que nous dressons au fond contre notre propre nature et notre propre violence, de façon à les canaliser. Alors c'est à la fois l'école, la culture, les institutions, la civilisation, le droit, la politique. Et mon sentiment, c'est que toutes ces murailles sont en train de s'effondrer. En tout cas, elles sont minées par énormément de facteurs. Et un jour, on va finir par arriver au 6e jour. Voilà. Et ce que vous nous dites, mais de livre en livre, c'est « Je vous aurais prévenu, ne venez pas pleurer ». C'est un peu ça. Alors, il y a un livre parmi tous ceux que vous avez cités qui n'est pas sur ce thème-là, qui est un livre consacré à Camus. Voilà. Oui, il y a un livre aussi. Mais, voilà. Il y a des livres sur le général. Bien que la réflexion de Camus m'a beaucoup inspiré, beaucoup inspiré la façon dont je pense. Voilà. En fait, ce que vous nous dites, c'est que la nature humaine ne change jamais. Voilà, c'est ma thèse la plus centrale dans tout ce que je peux raconter. Je crois profondément que nous ne changeons pas. C'est-à-dire qu'il y a une nature humaine et que cette nature humaine, elle ne change pas. La nature profonde de l'homme ne s'améliore pas au fil des millénaires, ni au fil des siècles, a fortiori au fil des décennies. Contrairement à ce que pensaient les philosophes des Lumières, qui pensaient que l'homme était sans cesse perfectible. Et contrairement à ce que pensent les modernes, dont vous dites qu'ils sont sots, c'est-à-dire qu'ils pensaient que l'histoire était terminée, que l'Occident avait gagné et qu'on allait pouvoir passer, que rien de tragique ne pourrait plus nous arriver. Voilà, alors, or, vous nous dites si, ça va recommencer. Quand je parle des modernes, puisque j'avais fait un livre jadis qui s'appelait La sottise des modernes, je parlais en réalité davantage de ceux qui se prétendent modernes, qui sont en réalité postmodernes. Je pense que les modernes, au sens où on emploie ce mot dans l'histoire des idées, je pense au XVIe siècle. Non, vous parlez des contemporains, là, des gens à la mode, on va dire. Voilà, je parle des gens à la mode qui n'arrêtent pas de nous lancer la modernité nous jeter la modernité à la figure, avec cette idée qu'aucun des vrais modernes du XVIe ou du XVIIe siècle ne portait en lui, cette idée qu'au fond, nous serions tellement différents, tellement meilleurs, tellement plus intelligents que tous ceux qui nous ont précédés, que nous n'aurions plus aucune leçon à tirer, ni de ce qu'ils ont pensé, ni de ce qu'ils ont fait en bien ou en mal. Voilà. Oui, et donc la transmission ne se fait plus. On ne transmet plus nos cultures, nos valeurs aux jeunes générations. La transmission ne se fait plus, mais peut-être pour la première fois dans l'histoire, elle ne se fait plus de façon délibérée. C'est-à-dire qu'au fond, beaucoup de gens pensent que ça ne sert plus à rien. Et nous aurions vécu une grande révolution anthropologique qui aurait tellement transformé l'homme que tout ça ne servirait plus à rien. Je dis souvent que on ressasse l'idée que l'histoire ne se répète pas, certes, mais nous répétons sans cesse. Voilà. Et que donc nous avons à apprendre de tous ceux qui nous ont précédés et de tout ce qui s'est passé avant nous. Que l'histoire, par exemple, n'est pas un ornement d'esprit. L'histoire est une leçon, j'allais dire une leçon de choses sur la nature humaine. Oui, mais est-ce que tout n'a toujours pas mal marché ? Tout a toujours été catastrophique. Il y a eu des moments où ça a bien marché, des moments où ça n'a pas bien marché. Nous sommes dans un moment où ça ne marche pas bien du tout parce que chaque fois que nous relâchons cet effort,
cet effort sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur notre propre nature pour l'endiguer, pour la domestiquer, les choses se passent mal. Sauf que cette fois-ci, oui. nous l'avons théorisé. Des choses se sont pas très bien passées entre la fin de l'Empire romain et l'Empire carolingien. Oui. Il y a eu une renaissance carolingienne, puis ensuite, le haut Moyen-Âge, on ne peut pas dire, je sais bien que le Moyen-Âge est très à la mode, qu'on le glorifie, bon. Mais il y a quand même des périodes dans le Moyen-Âge qui sont des vraies périodes de régression. Bon, puis la Renaissance est une période, au contraire, retour après bien des malheurs, après les guerres de Cent Ans, après avec les guerres de religion pourtant. Et après, le bon et le mauvais. Après apparaissent d'autres problèmes. Il n'empêche que malgré tout, c'est une période qui fait avancer l'humanité. On n'a pas arrêté de s'entretuer, mais c'est ça, oui. Sauf pendant quelques décennies en général. C'est ce que nous venons d'ailleurs de vivre. Pendant les quelques décennies des 30 Glorieuses, on ne s'est pas trop entretué. Enfin, pas ici, mais ailleurs, oui. Mais moins que d'habitude. Enfin, oui. On a évité une troisième guerre mondiale, par exemple. Voilà, ça a duré quelques décennies. On a évité les grandes crises économiques. Ça a duré quelques décennies. Et puis, nous sommes relâchés, comme d'habitude. Mais alors, voilà. Vous dites qu'on ne retient rien de l'histoire, mais vous allez voir dans quelques semaines, on va commémorer avec beaucoup de flafla le 80e anniversaire du débarquement. Oui, mais ça, vous comprenez, tirer des leçons de l'histoire, ça n'est pas seulement commémorer. On commémore beaucoup. Oui, et commémorer, c'est bien. Apprendre et réfléchir, c'est mieux. Voilà, c'est... Oui. Alors, si la commémoration est un rite qui sert, comme tous les rites, à réitérer, à renouveler le souvenir du passé, de l'histoire qui nous apprend quelque chose, c'est très bien. Mais si ça n'est plus qu'un spectacle, tout ça devient de la communication, tout ça devient très superficiel. Est-ce que vous pensez qu'un peuple sans histoire ou sans mémoire est plus facile à manipuler qu'un autre? Oui, il est plus facile à manipuler, mais ça finit jamais très bien pour le peuple en question. Oui. Pas plus pour le peuple que pour l'individu. Qu'est-ce qu'un individu sans mémoire? L'homme peut-il vivre sans mémoire? Ce n'est pas possible. On en revient toujours à la même idée. Cette idée consiste à penser, à croire que nous sommes notre propre commencement. Et nous ne sommes pas, même l'enfant qui vient de naître n'est pas son propre commencement. Il n'est même pas un commencement. Il hérite d'énormément de choses. D'abord, tout ce qu'il a pu vivre dans le ventre de sa mère, et puis tout ce que ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents ont vécu, et tout ce dont ils ont hérité, et qui va d'emblée façonner l'enfant. L'enfant n'est pas une table rase. Voilà. Et les peuples ne le sont pas non plus. Les deux professeurs qui ont été assassinés, Samuel Paty et Dominique Bernard, étaient des professeurs d'histoire. Est-ce que, selon vous, c'est un hasard? Alors, le deuxième n'était pas un professeur d'histoire, c'était un professeur de lettres, mais il cherchait un professeur d'histoire. Voilà. Et ça, ce n'est pas un hasard, c'est que le premier ennemi de ceux qui veulent faire table rase pour installer leur propre idéologie, ou leur propre religion, ou leur propre culture sur cette table rase, leur premier ennemi, c'est l'histoire. Donc, celui qui apprend l'histoire, celui qui enseigne l'histoire, et celui qui la transmet. Alors après, il y a d'autres ennemis, parce que la littérature aussi, elle transmet. L'art transmet, la philosophie transmet. Mais le premier ennemi, c'est quand même l'histoire et celui qui transmet l'histoire. Mais Alain Decaux, que nous avons reçu ici à plusieurs reprises, faisait en 1979 la une du Figaro Magazine avec cette une « Enfant, on ne vous apprend plus l'histoire ». En 1979. Rien n'a changé depuis. Si, quand même, beaucoup de choses ont changé, parce que moi, j'ai vécu cette période, on apprenait quand même encore l'histoire, beaucoup plus aujourd'hui qu'aujourd'hui. Même si moi, j'ai le sentiment que ma culture, la culture que j'ai aujourd'hui, au fond, était une culture très moyenne et très ordinaire dans mon enfance. Les gens qui étaient très cultivés étaient beaucoup plus cultivés que les gens encore cultivés d'aujourd'hui. Mais moi,
J'étais à l'école, on apprenait l'histoire, on apprenait la géographie. Oui, mais pardon, vous n'étiez plus à l'école en 1979. Non, en 1960. Il parlait des écoliers de l'époque. Ben, je ne sais pas, je compare ce qu'était Sciences Po, par exemple, en 79 et aujourd'hui. Si vous voulez, voilà. Et oui, mais il faut bien voir qu'on est dans la fabrique des élites. C'est-à-dire, donc, regardez. Mais justement, toutes les erreurs qui ont été faites, que ce soit institutionnel avec le quinquennat ou le non-cumul des mandats ou autre chose, ou les grandes lignes politiques, toutes les erreurs ne sont-elles pas le fait des élites, justement, et des hommes politiques que vous décriez pas mal dans votre livre, dans vos livres? Oui, alors je décris tout le monde, enfin décrit au sens décrier. Hein, décrier, oui. Parce que ça n'est jamais seulement la responsabilité d'une fraction de la société. Au fond, les peuples ont le destin qu'ils méritent. Il y en a qui ont une part de responsabilité dans ce destin plus grande que les autres, mais tout le monde a sa part de responsabilité. Tout le monde a soit approuvé, enfin une partie soit approuvé, soit laissé faire, mais les choses n'arrivent pas par hasard. Une politique qui n'est pas approuvée ou supportée par les peuples, elle ne dure pas. Quel que soit le régime politique, celui-ci ne peut pas se passer de la légitimité du peuple. Même dans une monarchie de droit divin, c'est à la fin des fins, ce sont les peuples qui choisissent leur destin. Alors, j'ai coutume de dire que les peuples n'ont pas toujours raison, mais ils ont toujours le dernier mot. Oui. D'ailleurs, les hommes politiques, les hommes d'État les plus responsables, les plus sérieux, sont ceux qui savent cela et qui, au lieu d'essayer d'imposer à tout prix leur volonté à des peuples qui n'en veulent pas, savent se retirer quand ils ne rencontrent plus la volonté du peuple. Ça, c'est une des leçons, par exemple, du général de Gaulle. Il aurait pu, en 1944, imposer une dictature, 1944-1945. Il aurait pu, en 1958, le faire aussi. Il ne l'a pas fait. Et chaque fois qu'il a considéré que la confiance n'était plus suffisante, la confiance entre lui et le peuple n'était plus suffisante, il est rentré chez lui. Voilà. Mais parce qu'il savait que le dernier mot est toujours que le peuple ait tort ou qu'il ait raison. Vous voyez, le fou, c'est Hitler dans son bunker qui dit le peuple allemand n'a pas été à la hauteur du destin que je lui avais dessiné, auquel je lui promettais. Donc, il doit même disparaître. Napoléon, en 1814. Il ne s'enferme pas dans son bunker en disant bah, allez, tant pis, il y aura autant de morts, mais j'irai jusqu'au bout. Non, il fait les adieux de Fontainebleau. Il faut relire les adieux de Fontainebleau pour comprendre. Je pourrais encore me battre, mais on diviserait inutilement le peuple français. Voilà. Et on peut aimer Napoléon ou pas l'aimer, mais enfin, quand on ne peut pas rester insensible à cette différence considérable entre un homme qui est capable d'écrire et de prononcer ce discours des adieux de Fontainebleau, et puis Hitler dans son bunker qui est prêt à la destruction totale de son peuple. Voilà. Mais à la fin, si Hitler est arrivé au pouvoir, moi j'entendais quelqu'un qui disait l'autre jour, oui, enfin, on dit toujours qu'Hitler est arrivé au pouvoir par la démocratie, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, il est arrivé au pouvoir parce que le peuple allemand qui avait souffert, qu'on avait voulu punir à tout prix, a au fond, d'une manière ou d'une autre, appelé le nazisme. Alors il ne savait pas exactement ce qu'il était en train d'appeler, mais il appelait quelque chose qui lui ressemblait. Et pour en revenir à l'anecdote, on dit qu'il n'a pas été élu, c'est parce que la droite s'est alliée à l'extrême droite, enfin au nazisme. Il a été désigné comme chancelier du Reich, exactement comme M. Scholz a été désigné chancelier d'Allemagne aujourd'hui. C'est-à-dire que des élections, on en était à la 3e ou 4e dissolution en Allemagne en 1933, qui ne donnaient pas de majorité, mais qui avaient fait du parti nazi le premier parti d'Allemagne,
on n'arrivait pas à faire de majorité, et il y a eu une alliance après les élections entre la droite allemande et le nazisme, parce qu'il fallait faire une majorité. Et Hindenburg, qui était le chef de l'État et qui n'aimait pas du tout Hitler, a fini par se résigner à le nommer, mais exactement dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui en Allemagne ou dans beaucoup de pays, en Espagne. Alors, quand il n'y a pas de majorité, on fait une alliance, on conclut une alliance après les élections pour former une majorité. C'est exactement ce qui s'est passé en 1933. Et quand je pense que c'est le modèle qu'on nous cite souvent, en disant regardez les Allemands, regardez les autres, dans beaucoup d'autres pays, capables de compromis, on est capable le lendemain des élections. On est capable, le lendemain des élections, de faire une majorité pour laquelle personne n'a voté et un programme pour lequel personne n'a voté. Bon, voilà. Alors je ne dis pas du tout que M. Scholz est l'équivalent d'Hitler. Je veux dire simplement que c'est quelque chose qui vient du fond d'un peuple qui l'accepte ou qui le réclame. Ouais. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Depuis toujours, depuis la cité grecque jusqu'à aujourd'hui, démocratie, monarchie, empire, dictature ou autocratie ou théocratie, de toute façon, à la fin des fins, la légitimité de n'importe quel pouvoir vient toujours du peuple. Voilà. Avec plus ou moins de souffrance. Bien sûr. Alors, ce qui s'est passé quand même depuis, c'est que les hommes politiques, au moins en France, ont abandonné pas mal de leur pouvoir. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est le mot que vous prononcez, c'est le verbe que vous employez, abandonner. Oui. C'est-à-dire personne ne leur a pris. Exactement. Ils l'ont fait volontairement. Le pouvoir a été abandonné. Ils ont renoncé à la plupart des leviers de la politique. Et ça nous conduit à la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire probablement ce qui est en train de se dessiner est la pire crise de la démocratie depuis les années 30, ouais. Depuis l'entre-deux-guerres. Enfin, vous ne pouvez pas faire survivre la démocratie à une situation dans laquelle, la veille des élections, on vous dit on va tout régler, tout changer, et puis le lendemain des élections, dit aux gens ah ben j'y peux rien, c'est pas moi, ce n'est pas moi. Ça n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on fait disparaître la responsabilité politique. Alors on la transfère éventuellement sur la responsabilité judiciaire, mais quand la responsabilité politique a disparu, il ne peut plus y avoir de démocratie. Vous avez travaillé pendant 5 ans avec Nicolas Sarkozy. Vous avez écrit un livre qui s'intitule « La nuit et le jour », dans lequel vous racontez votre expérience. Une des caractéristiques, dites-vous, de Nicolas Sarkozy, c'est l'importance qu'il attribuait aux politiques et il voulait absolument restaurer la valeur politique. Et en disant notamment... Un gouvernement doit gouverner parce qu'il doit être actif. Oui, bien sûr, il doit être actif. Alors parfois, il y a une hyperactivité qui peut être... Voilà ce que vous dites. Ce n'est pas la politique qui est impuissante, c'est la volonté politique qui n'est pas au rendez-vous. Ça, je crois que c'est une phrase de Nicolas Sarkozy, que vous citez, page 182. Oui, alors je sais pas. Oui, en tout cas, c'est une communauté de pensée. Oui. Pour moi, la politique, c'est l'irruption de la volonté humaine dans l'histoire. Oui. La politique, ça sert à ça. La politique, c'est ce qui s'oppose au déterminisme, que ce soit les déterminismes de la technique, de la nature, de l'argent. Voilà. C'est l'antidestin. Et c'est vraiment c'est une formule de Malraux, mais c'est vrai. Malraux d'ailleurs disait le gaullisme, c'est la force du non dans l'histoire, non, N-O-N. Hein, c'est ce refus ultime qui ne peut pas être arraché ni à un homme ni à un peuple, cette possibilité du refus ultime. Et la politique, elle incarne ce refus ultime, c'est-à-dire ce refus d'être le jouet des événements, d'être, encore une fois, le jouet des phénomènes naturels, de jouer... il est Malraux a rajouté le nom du 18 juin fait écho à celui de Jeanne d'Arc et à celui d'Antigone, comme quoi la pensée politique peut avoir des racines très profondes, jusque dans une idée de la dignité et de la liberté humaine qui remonte à la plus haute antiquité. Oui. Et De Gaulle disait aussi « j'y pense depuis 1000 ans ». Oui, bien sûr, mais parce que De Gaulle avait ce sens de la profondeur du temps, voilà, et de la profondeur de la pensée. Et ça, qui n'est plus possible avec le quinquennat. Ça va trop vite.
Le temps long n'est plus donné aux hommes Alors, politiques. il faut surtout du temps long. avec... Encore une fois, le temps long ne signifie pas qu'il ne faut pas de respiration, qu'il ne faut jamais demander son avis au peuple, parce que vous ne pouvez pas... Enfin, c'est une façon de gouverner, moi, je ressens aujourd'hui comme extrêmement nocive, qui consiste à dire j'ai bien le droit, c'est écrit dans la Constitution, j'ai le droit, donc je le fais, mais si ça ne vous plaît pas, tant pis. Et ça, c'est pas possible. Nicolas Sarkozy, il avait une autre idée du volontarisme politique, mais c'est un homme d'État qui se demandait toujours jusqu'où il pouvait aller sans briser le consentement. Voilà, vous dites, pendant 5 ans, je ne l'ai jamais vu se demander si une mesure était de droite ou de gauche, mais seulement si elle était bonne pour la France et acceptable par les Français. Voilà, alors une droite ou une gauche, moi je reste sur cette idée-là encore, pardon, c'est De Gaulle, on ne gouverne pas au nom d'une faction. Voilà, donc on ne se pose pas la question, enfin, c'est une fois qu'on est au pouvoir. Après on peut se tromper, on peut faire des erreurs, des fautes, mais on ne se pose pas la question de l'étiquette qu'on devrait mettre sur telle ou telle mesure ou telle politique. Il ne faut pas satisfaire la clientèle, quoi. La clientèle électorale. Des choses, c'est le rôle d'un chef d'État n'est pas de satisfaire une clientèle. Voilà. Ça n'est même pas de répondre à son électorat. Sa première mission, c'est de garantir l'unité du pays, la plus difficile, la plus nécessaire. Donc, il n'y a rien de pire que l'idée folle de diviser pour régner ou de gouverner que pour une partie du peuple. Le devoir à la fois politique, moral et intellectuel du chef de l'État, c'est de garantir la cohésion de la nation. Alors, quand je dis ça, on me dit oui, mais alors on ne peut plus faire de politique impopulaire. Je vais dire si, jusqu'à un certain point. Oui. Et que dans tout ce que nous faisons, alors ça n'est pas vrai que pour le chef de l'État, c'est vrai pour tout le monde, mais c'est encore plus vrai pour un chef d'État. Tout peut être bien jusqu'à un certain point. Il faut que la société l'accepte. Il faut que la société l'accepte. Il ne faut pas franchir la frontière entre le consentement et l'absence de consentement. Ce qui ne veut pas dire l'adhésion. Ça ne veut pas dire qu'on peut être contre une politique, mais le consentement, ça veut dire voilà, est-ce que je consens malgré tout, malgré mon désaccord, à appliquer la loi, respecter les règles, oui. la loi de la majorité, etc. Et quand vous franchissez si vous franchissez cette ligne, ce qui peut arriver, alors vous pouvez franchir par erreur, parce que vous avez mal évalué où était la limite du consentement, mais raison de plus pour ne pas agir sans vous poser cette question. Vous devez vous poser toujours cette question quand vous gouvernez, parce que vous ne pouvez plus gouverner si même une minorité ne consent plus à respecter la loi. Si vous avez 65 millions d'habitants, si vous avez une petite partie du corps électoral, je ne sais pas moi, 5 millions, qui décident de ne plus consentir, parce qu'on pense qu'on a franchi une limite, que comment c'est fini, terminé, la démocratie ne fonctionne plus. Voilà, oui, mais quand on demande l'avis au peuple, est-ce qu'on doit le suivre, cet avis? Ah ben quand on lui demande, il vaut mieux, oui. Bah, oui, je sais ce que vous allez dire. Non, oui, mais on ne va pas parler du traité de Lisbonne. Je vais vous répondre ou du référendum sur l'aéroport de puisque vous êtes taquin et qu'on me pose toujours cette question, je vais vous répondre. Alors, premièrement, on peut être en désaccord avec le fait d'aller négocier un traité simplifié, de faire le traité de Lisbonne, mais ce qu'il a fait, il l'avait dit. Alors, ça ne vaut pas approbation. Une élection présidentielle n'est pas une approbation sur chacun des points du programme. Mais il n'a trompé personne. Première chose. Bon. Moi, j'ai voté non à tout. Alors, je vais me placer oui. pour et vous avez fait campagne dire, aussi pour tout. J'ai fait campagne et je regrette. Mais vous avez eu des rapports très orageux avec votre famille politique, quand même. Ça dépend ce que vous appelez ma famille politique. Ouais. L'UMP. Enfin, non, mais l'UMP, c'est pas ma famille politique. Ah bon, ma famille politique, c'était le RPS, c'était le gaullisme. D'accord. Voilà. Donc ma famille politique, à l'origine, c'était une famille dans laquelle il y avait
Il y avait des Guichard Oui. pour faire local. Il y avait des Debré, il y avait des Mesmer, il y avait des Chaban, il y avait bon. Oui. Alors ils s'entendaient pas tous entre eux. Hein. Guichard était girondin, Debré était plutôt jacobin, Oui. mais il y avait un ciment très 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 fort. Et puis il y avait dans la génération d'après, il y avait des Pasqua, des Séguin. Et voyez-vous, moi, Des Juppé. oui, là on est déjà un peu plus. Oui. Bon. Bon, Non, mais on va pas. c'est pas un jugement On de parle valeur. pas de ce qui fâche C'est pas un ou de ce qui a jugement. fâché. Non, c'est pas un jugement de valeur. C'est moi, ma famille politique, D'accord. c'était plutôt Pasqua et Séguin que Juppé. Voilà. Et je pense que le ciment qui unissait tous ces gens n'était pas le même que le ciment qui unissait. Vous savez, Mesmer et Chaban s'entendaient pas non plus, depuis très longtemps. Oui. Mais encore une fois, il y avait un socle commun et un ciment. Moi, j'aimais bien. Pasqua Séguin, ça représentait les deux faces de ce qui restait du gaullisme. Hein, c'est ça votre et famille, même de ce que j'appelle moi le gaulo-bonapartisme. L'un avait un aigle impérial sur son bureau et ne jurait que par le Premier Empire et par le général de Gaulle, bien sûr. Et l'autre a écrit un Napoléon III, oui. absolument remarquable. Oui. Donc c'était à la fois les deux faces du gaullisme et du bonapartisme, ou du gaulo-bonapartisme, et tant humainement que intellectuellement et politiquement, c'était ma famille. Voilà, ça c'était ma famille. L'UMP, ça a été la disparition, c'était un choix qui a été en fait très lourd de conséquences. Ça a été la disparition d'un grand mouvement de masse populaire, mais aussi la disparition d'un tas d'autres familles politiques. Ça a été la disparition en réalité d'une famille libérale, on peut dire les familles giscardiennes libérales, de la famille démocrate chrétienne, de la famille radicale. Oui. Voilà. Et si vous regardez de l'autre côté, sur l'autre rive, les socialistes et la gauche ont fait la même chose. C'est-à-dire que nous nous retrouvons aujourd'hui sur la scène politique sans famille politique. Avec des partis, avec des cartels électoraux, mais pas de famille. Une famille politique sur lesquelles on peut construire des appareils partisans, mais une famille politique, c'est un ancrage très profond dans l'imaginaire politique, dans l'histoire. C'est pas quelque chose, je reviens à Malraux, hein, nom d'Antigone et nom de Jeanne d'Arc et d'Antigone, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a des racines très profondes. Il n'y a plus de racines très profondes. C'est-à-dire que les partis politiques ne reposent plus sur des familles politiques. Et ça peut pas durer. C'est complètement, c'est hors histoire, hors sol, hors imaginaire collectif. Voilà, c'est-à-dire avant, celui qui votait pour celui qui va voter pour la SFIO ou pour la gauche au moment du Front populaire, il sait à peu près pourquoi ils votent. Alors avec des nuances importantes, hein, puisque ça allait du parti radical jusqu'au parti communiste, mais il y avait quelque chose, quand vous pensez à Léon Blum, vous pensez à une pensée politique, à une sensibilité politique, vous savez qui c'est, pourquoi vous votez. Aujourd'hui, on ne sait plus, on fait de la communication, on fait des alliances qu'on défait, tout ça, sans que ça ait aucune signification. C'est-à-dire qu'on ne sait plus pour qui on vote. Voilà, on ne sait plus, c'est plus à quoi sert, vers quoi va votre voix. Et donc, là encore, c'est la table rase que vous dénoncez dans votre livre, c'est-à-dire que le manque de mémoire, le manque de racines. Mais ça a été délibéré, ça aussi. Oui. Ça a été délibéré. Moi, je me souviens très bien des débats au sein du RPR. Le gaullisme, c'était ringard. Bon, après, ils sont allés tous sur la tombe du général quelques décennies plus tard. Bon, mais c'était ringard, et donc il fallait être moderne. Moderne à l'époque, pour un certain nombre de politiciens, ça voulait dire on va faire comme toutes ces grandes démocraties dans lesquelles il y a deux partis principaux, deux grands partis, un de centre droit, un de centre gauche, qui vont alterner au pouvoir.
Pour faire la même politique, C'est pratiquement. ils sont dans ce qu'on a, la main qu'appellera un jour le cercle de la raison. Hein. Oui. Voilà, donc, et puis on va se partager le pouvoir de cette façon. Les gens dits raisonnables, qui en réalité ont montré qu'ils n'étaient pas très raisonnables, puisque le cercle de la raison finit par déboucher sur le cercle de la déraison. Voilà. Il suffit de regarder autour de nous. Alors, est-ce qu'il y a, il est 7h moins 20, est-ce que, mesdames et messieurs, vous avez des questions à poser à M. Guénaud? Monsieur au premier rang. Attendez, le micro arrive. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Levez la... Non? Alors, on n'a pas parlé de l'essentiel, on a fait un peu trop de politique, on n'a pas parlé de la violence, on n'a pas parlé de la guerre. Mais nous sommes là pour la nuit. Nous épuiserons l'ordre du jour. Bonsoir, M. Guénaud. Jean-Philippe Bourriot. Bonsoir. Je ne sais pas où vous êtes, mais... Je suis... Ah d'accord, voilà. Faut-il soutenir l'Ukraine? Alors, ça dépend ce que vous appelez soutenir l'Ukraine. Si l'idée, c'est de continuer à faire la guerre par procuration jusqu'au dernier Ukrainien, non. Voilà. Si l'idée, c'est d'empêcher l'Ukraine d'être asservie, oui, à condition, je vais reprendre une formule que j'ai trouvée assez juste de Dominique de Villepin, ça n'a de sens que si ça s'inclut dans une stratégie menant vers une négociation. Voilà, la question, elle est très simple avec la guerre en Ukraine. C'est voulons-nous faire la guerre à la Russie? Première question. Voilà, voulons-nous faire la guerre à la Russie? Pensons-nous, deuxième question, que la Russie peut être vaincue au sens où elle va évacuer jusqu'à la Crimée, quoi. Elle va sortir de la Crimée, elle va sortir de Lougansk, et, des territoires qu'elle vient de conquérir. Je pense que la Russie ne sera... Je pense que la Russie ne peut pas être vaincue sans une défaite en race campagne. Elle a été en Afghanistan. Oui, enfin, il n'y a pas qu'elle. Hein. Oui, voilà. Tout le monde. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez bien que le sort de la Crimée, pour les Russes, n'a rien à voir avec celui de l'Afghanistan. Oui. Et là, on a tous péché, tout le monde a péché de la même façon. Hein, c'est à vouloir imposer aux autres un régime qui... Voilà. Et d'ailleurs, la Russie, même si elle gagnait, elle n'arriverait pas à imposer le régime qu'elle veut durablement à toute l'Ukraine. Voilà, c'est pas possible. Mais moi, on ne terminera cette guerre que par la négociation, parce qu'une guerre, ça se termine par la négociation, donc le compromis, ou bien par l'écrasement de l'autre, l'anéantissement de l'autre. Face à une puissance nucléaire qui a 5000 têtes nucléaires, l'option de l'anéantissement est à exclure. Et admettons même que la Russie s'effondre, en tout cas qu'elle se disloque, il n'y aurait pas de pire issue à cette crise que celle-là, pour nous et pour le monde. Ça veut dire que personne ne sait où partiront les armes nucléaires. Ça veut dire que cet immense pays qui fait un pont entre l'Asie et l'Europe, s'il devait se disloquer, ce serait le chaos absolu dans toute l'Eurasie centrale et par contamination autour. Donc, personne n'y a intérêt. Et surtout pas nous, les Européens. Donc il faut prendre le problème, je crois, autrement. Encore une fois, c'est jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Alors, si on considère, comme je l'entends souvent, que c'est encore une fois Munich, hein, ce sera encore une fois Munich que de négocier avec les Russes, je dois dire que cet argument, là, je passe sur l'histoire, on va pas refaire l'histoire de Munich, mais encore que ça mériterait pour certains qu'on la rappelât. Mais je voudrais vous rappeler aussi que cet argument de Munich, il est systématiquement utilisé dans toutes les crises internationales depuis la guerre de Corée. Voilà. Depuis la guerre de Corée, on vous dit à chaque fois... on ne peut pas lâcher, sinon c'est Munich. Alors le Munich asiatique, enfin il y a eu le Munich de Suez, hein, parce que au fond on assimilait Nasser à Hitler. Il y a eu il fallait pas le Munich asiatique au Vietnam, il fallait pas me faire un Munich en Afghanistan. Enfin, et les mêmes mots étaient utilisés à propos de Saddam Hussein, c'est Hitler, et puis
Puis si vous lâchez, vous êtes munichois. Voilà. Et nous reparlerons, monsieur, de cette question d'Ukraine et d'autres guerres avec le général Lecointre le 21 mai. Donc, mais le général Lecointre, il vient de dire quelque chose de très juste, le général Lecointre, dans le Figaro. Oui, aujourd'hui, il y a une grande interview. D'aujourd'hui, oui. Il dit, ça me fait plaisir qu'un militaire de ce rang, parce qu'ils ne sont pas tous sur cette ligne, le dise. Il dit, on ne fait pas la guerre pour la démocratie, on fait la guerre pour les intérêts nationaux. Alors, intérêt au sens large, hein, c'est là. Bon, mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a transposé ce débat sur le terrain du bien et du mal. Donc vous êtes munichois ou anti-munichois, vous êtes collabo. Voilà, j'ai fait une émission absolument hallucinante il y a 3 jours sur LCI où il y avait un ancien du KGB là, qui se répand dans tous les plateaux depuis le début, et qui est, je préfère ne pas le qualifier, et puis une Ukrainienne complètement folle. Voilà. Non mais c'est vrai, enfin, allez regarder, je ne sais pas si le replay, comme on dit aujourd'hui, est disponible, mais c'est fou, quoi. Elle comparait le président de la République à James Bond, dont toutes les femmes sont amoureuses. Enfin, voilà, elle vous répond quand vous essayez de raisonner un peu, elle vous répond, vous savez pas ce que c'est que le viol d'un enfant avec un manche à balai. Donc voilà, je n'ajoute rien. Faut voir dans quel degré d'hystérie on est plongé. Mais ce qui m'a frappé dans cette émission, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs, c'est que on transpose tout sur le plan du bien et du mal. C'est le bien en lutte contre le mal. Alors, c'est un méchant, donc c'est le mal, et nous sommes le bien. Alors, un petit coup d'œil sur l'histoire nous apprendrait que aucun d'entre nous n'est le bien ou le mal. Il est les deux à la fois, et que nous avons tous du mal en nous, et que dans toutes les guerres, dans toutes les escalades, dans tous les conflits, tous les meurtres, eh bien, chacun a sa part de mal, chacun a sa part de responsabilité. Moi, ce qui me frappe, c'est le manichéisme, c'est une folie. Penser que nous sommes le camp du bien est une folie. Voir tous les événements à travers l'affrontement du bien et du mal est une folie. Pourquoi ? Parce que le bien peut tout se permettre. Le bien n'a pas de limite. Voilà. Et ça, c'est... Je vais vous raconter une histoire que je raconte. Certains d'entre vous l'ont peut-être entendu très souvent sur les plateaux de télévision. Mais on pourrait revenir à Antigone ou à Oedipe, mais une histoire plus abordable par rapport aux événements actuels. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le poète René Char commandait un maquis, qui pour un poète n'est pas ordinaire, mais commandait un maquis. Et il raconte qu'un matin, il se trouvait avec ses maquisards au-dessus d'un village. En contrebas, les SS venaient dans le village, arrêter un de leurs camarades pour le fusiller. Et il dit, tous les regards de ce que je commandais, tous les regards de mes camarades se tournaient vers moi en me suppliant du regard, puisqu'il ne fallait pas faire de bruit pour attirer l'attention, en me suppliant du regard de donner l'ordre de tuer. Il dit de tuer les Allemands. Il dit de là où nous étions, nous pouvions tuer les SS. Si nous avions tué les SS, nous aurions libéré notre camarade. Et il dit, mais je n'ai pas donné l'ordre. Pourquoi n'a-t-il pas donné l'ordre ? Il n'a pas donné l'ordre parce que, dit-il, on aurait tué les SS, on aurait libéré notre camarade, mais les Allemands seraient revenus et auraient massacré le village. Ça s'appelle le dilemme tragique. Ça s'appelle avoir une conscience. C'est-à-dire, moi, ce que j'entends aujourd'hui dans le débat public, c'est je vais tuer les SS. Ce sont des salauds, donc je vais libérer mon camarade. Donc j'ai ma conscience pour moi. Les SS reviendront massacrer le village ? Je n'y suis pour rien. Je n'ai aucune responsabilité dans ce massacre. Ce sont les SS qui sont responsables. Et donc j'ai bonne conscience. Il n'y a rien de plus immoral que la bonne conscience. Ce qui est moral, c'est le cas de conscience. Voilà, c'est la confrontation au dilemme tragique, c'est toute l'histoire de la tragédie. Et alors on peut
ça ne préjuge pas de la décision que vous prendrez. Mais pour qu'elle ait une dimension morale, encore faut-il que vous vous confrontiez à ce déchirement de la conscience. C'est-à-dire ne pas penser que vous n'êtes en rien responsable, quand vous prenez une décision de ce genre, en rien responsable de ce qui va arriver au village. Et le village, en l'occurrence, c'est l'humanité aujourd'hui, là, dans cette histoire ukrainienne, c'est l'Europe, c'est la France, c'est nous. Voilà, et dire, non, mais de toute façon, c'est une question qui ne se pose pas parce que c'est la Russie qui a agressé, c'est Poutine l'agresseur, c'est lui qui a tort, c'est lui qui est responsable. Mais moralement, je m'en fiche. Moralement, je ne suis confronté qu'à une chose, c'est ma part de responsabilité à cet instant précis devant la décision de sacrifier ou non le village. Voilà. Cette responsabilité-là, si j'ai une conscience, je ne peux pas m'en défaire. Et j'aimerais juste une chose, c'est qu'on puisse penser ainsi. Parce que si c'est Hitler, ça se pose plus, la question ne se pose pas. Si c'est Hitler, il faut aller au bout, mais à ce moment-là, il faut faire la guerre tout de suite. Il faut faire la guerre tout de suite en acceptant l'idée qu'on va peut-être sacrifier la moitié de l'humanité pour sauver l'autre moitié, parce que si c'est Hitler, il ira jusqu'au bout jusqu'à l'apocalypse. Mais tous les dictateurs, tous les méchants du monde ne sont pas des Hitler. Voilà, et si vous croyez voir la figure d'Hitler partout, alors on va passer notre temps à nous entretuer. C'est-à-dire que on n'a plus besoin de penser, on n'a plus besoin de réfléchir, on n'a plus besoin d'essayer de savoir ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Non pour l'excuser, mais pour savoir jusqu'où on peut aller et quelles seront les conséquences de mes choix et de mes actes. Voilà. En 1962, il y a la crise des fusées de Cuba. Ce que racontent beaucoup de gens à propos de la guerre en Ukraine aujourd'hui, si vous le transposez dans cette crise, pas compliqué, pour chacun des deux camps, l'autre est le camp du mal. Pour les Américains, le camp du mal, c'est l'Union soviétique, le camp communiste, et pour les communistes, c'est le camp capitaliste, le camp américain. Il y a deux hommes d'État en présence, Kennedy et Khrouchtchev. Ils sont entourés de gens qui sont ce qu'on appellerait aux États-Unis des faucons, hein, c'est-à-dire des gens qui veulent en découdre. Ils veulent détruire le camp du mal. Et l'un et l'autre se refusent à aller jusqu'à cette extrémité. Ils vont négocier en sous-main le retrait des missiles américains qui ont été déposés en Turquie, en échange de quoi les soviétiques vont retirer leurs bateaux. Et ils vont tout faire tous les deux, sans renoncer à leurs convictions, sans renoncer à l'idée que l'autre est quand même le méchant, mais ils vont tout faire pour ne pas détruire l'humanité dans un grand cataclysme nucléaire. Un an après, Kennedy fera un discours à l'université de Washington où il va expliquer ça. Il va expliquer qu'il ne faut jamais mettre en tension deux puissances nucléaires. Il faut éviter de rentrer dans cet engrenage où chacun, parce qu'il ne veut pas perdre la face, se trouve entraîné à faire ce qu'il, au fond, au départ, ne voulait pas faire et à assumer des conséquences dont il ne voulait pas. Il va se faire insulter par un tas de gens. Voilà, on va le traiter de lâche comme on a traité de lâche Obama parce que il n'est pas allé, il n'a pas voulu détruire le régime de Bachar el-Assad. Comme on a, je sais pas si vous savez, il y a quelque chose de très intéressant que nous apprend une fois de plus l'histoire et l'histoire notamment des dernières décennies, c'est que chaque fois que nous n'avons pas réfléchi à tout cela, que nous n'avons pas accepté l'idée que l'histoire et la condition de l'homme étaient tragiques et que la morale procédait du sens du tragique. Chaque fois que nous ne l'avons pas fait, chaque fois que nous avons essayé de résoudre le problème en écrasant l'autre, alors on n'a pas fait Munich au départ, mais on a fait Munich à l'arrivée. Si certains d'entre vous se souviennent des images de la chute de Saïgon, certains d'entre vous se souviennent-ils des images, sûrement, c'était en 2022, du retrait des Occidentaux de l'Afghanistan.
des images de Kaboul. Chaque fois qu'on a fait ça, ça s'est terminé par une autre forme de Munich, celui où on abandonne en race campagne ceux qu'on a poussés à se battre jusqu'au bout, et on les laisse à leur bourreau. Vous parlez des harkis. On peut parler des harkis. Mais ça me fait penser d'ailleurs, puisque vous me posez encore une question, mais moi je pense que je suis contre la repentance, mais je suis contre l'idée, par exemple, que la France a une responsabilité dans le Veldiv. Le régime de Vichy en a une, mais c'est pas la France. Mais ma France, elle a une responsabilité dans l'affaire des harkis. Une vraie responsabilité. Alors, pour un tas de raisons, mais elle a abandonné, comme elle l'a fait d'ailleurs en Indochine. Et des gens qui sont battus pour elle. Des gens qui se sont battus pour elle, qu'elle avait enrôlés dans ses propres forces et qui se sont battus pour elle et qui se sont retrouvés en face des bourreaux. Ça, oui, ça c'est une décision au fond ignoble sur laquelle nous avons une responsabilité de réparation qui est très lourde. Mais ça me fait penser, pardon, mais je finis un instant sur l'Ukraine. Il n'y a pas d'autre solution, et il n'y en aura pas d'autre que de négocier. Alors on me dit, oui, mais c'est pas possible. Alors, il faut d'abord établir la situation sur le terrain, mais quand c'est les Russes, on vous dit, mais quand c'est les Russes qui gagnent, on dit, ah bah oui, mais il faut rétablir la situation sur le terrain. Quand c'est les Ukrainiens qui avancent, on vous dit, ah ben non, il faut attendre qu'ils aient suffisamment avancé. Et pendant ce temps, le sang coule et les choses deviennent de plus en plus irréparables. Voilà. Et d'autre part, une négociation, c'est quelque chose dont on ne connaît pas à l'avance l'issue. La négociation, ça veut dire accepter par avance de progresser ou de converger sur des positions dont on ne voulait pas au départ. Voilà, vous savez, l'histoire des rapports entre les peuples, c'est on commence par le droit, et le droit suppose que tout le monde soit d'accord avec ce droit. Et c'est compliqué, hein, le droit international, comme disait De Gaulle, qui était assez sceptique dans l'entre-deux-guerres sur le droit international. Vous savez, on mettait la guerre hors la loi. Il disait, mais où a-t-on vu, on revient au début de notre conversation, il disait, mais où a-t-on vu que l'homme n'était plus l'homme? Voilà. Donc la nature humaine n'ayant pas changé, le droit en réalité ne résout les problèmes que quand chacun est prêt à se soumettre à ce droit. Bon. Alors, ce n'est pas toujours le cas, hein, remarquez, a fortiori dans le droit international. Puis là aussi, hein, c'est très ambigu. Je ne sais pas ce que vous pensez du Haut-Karabakh, mais enfin, le Haut-Karabakh, c'est le droit d'un peuple qui était resté là, qui était là depuis presque 3000 ans, contre le droit international, qui est du côté des Azéris, puisque la frontière a été déclarée comme toutes les autres frontières intangibles, et elle a été dessinée par Staline, c'est-à-dire que ce sont les frontières intérieures de l'Union soviétique. Voilà. Et donc, vous voyez, les droits d'un peuple contre l'intangibilité des frontières. Mais le droit, ça marche quand tout le monde est d'accord. Quand plus personne n'est d'accord, ou quand une des deux parties n'est pas d'accord, ça ne marche plus. Donc après le droit, eh bien, il y a la politique et la diplomatie. Voilà, c'est-à-dire le marchandage, le bricolage, essayer de cheminer ensemble jusqu'à une convergence des points de vue, jusqu'à un compromis. Voilà, la France, quand elle est battue en 70, elle finit par reconnaître qu'elle a perdu l'Alsace et la Moselle. Puis après, elle prépare sa revanche. Mais ça, c'est l'histoire de l'humanité. S'il n'y a pas de compromis, eh bien, il y a la guerre. Bon. Et la guerre, elle ne peut pas durer éternellement. Et surtout, la guerre, c'est une montée aux extrêmes que nous ne maîtrisons jamais, et qui fait faire aux hommes des choses qu'ils n'avaient pas l'intention de faire. Et je ne prends qu'un exemple pour vous dire que le camp du bien, c'était pas toujours du côté, il n'est pas que d'un côté, et le camp du mal non plus. Au début de la guerre, Churchill dit, nous ne faisons pas la guerre aux civils, nous faisons la guerre aux militaires. Et en 1945, l'aviation alliée bombarde toutes les nuits avec des bombes incendiaires les grandes villes allemandes, des dizaines de milliers de morts brûlés vifs délibérément. Pareil pour le Japon, quand on bombarde Tokyo, 100 000 morts en un bombardement, brûlés vifs, bon. Et puis ensuite 2 bombes atomiques pour mettre fin à la guerre. Je ne dis pas qu'on a eu tort
que les uns, qu'on a eu tort ou raison. Je vous dis simplement que dans la guerre, on fait ce qu'on ne voulait pas faire. Il est très difficile d'arrêter cet engrenage terrible qui est une montée aux extrêmes parce que la violence appelle la violence. C'est vrai à l'intérieur des sociétés, c'est vrai entre les peuples, c'est vrai entre les hommes en général. Voilà, la plupart des phénomènes qui impliquent la violence sont des engrenages, et des engrenages qui finissent par devenir très vite des engrenages inéluctables qu'on n'arrive pas à maîtriser, sans parler du risque d'accident. Mais donc jusqu'où sommes-nous prêts à prendre le risque de cet engrenage terrible, encore une fois, sur fond d'arsenaux nucléaires? Voilà la question morale que nous avons à nous poser, à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Voilà. Ceux qui cherchent à échapper à cette question n'ont pas de conscience et jouent avec le feu et jouent avec la guerre. Et j'espère qu'ils ne finiront pas par jouer à la guerre. Voilà. Alors avec tout ça, on n'a pas eu le temps de parler de la France. Il est déjà 23h30. Le temps passe très vite. J'aimerais quand même qu'on en parle un peu avant de nous quitter, mais la conversation va se poursuivre avec nos amis à qui vous allez signer vos livres. Vous êtes très, très sévère sur la situation française. Vous parlez de dérèglement, de désordre, de crise, de succession de dérèglements, de désordre et de crise. Selon vous, alors, on ne va pas parler du constat, parce que vous l'expliquez vraiment. Constat, c'est un diagnostic. Oui, un diagnostic dans votre livre. Mais selon vous, quelle serait la mesure la plus urgente à prendre? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ici? Est-ce qu'il faut commencer par je peux vous en donner une, mais c'est pas la seule urgence. Enfin, ça ne veut rien dire de les classer. Qu'est-ce qui est le plus urgent Est-ce que c'est d'arrêter la guerre? Est-ce que c'est d'arrêter la guerre en Ukraine? Non, je parle de l'intérieur. Pour nous, moi, je sais pas. J'ai vu un président de la République qui avait l'air de vouloir envoyer des soldats français en Ukraine. Oui. Non, mais le risque maintenant, le risque existe, donc il nous concerne. Est-ce que c'est d'arrêter le conflit israélo-palestinien d'une façon ou d'une autre? Est-ce que c'est de relever le pouvoir d'achat des gens qui vont finir avec, si ça continue, dans la révolte sociale, et la révolte sociale, elles sont parfois pires que les autres. Est-ce que c'est de remettre les institutions à la Ve République? Non, alors moi, ça, sur la Ve République, je pense qu'on n'a jamais fait une aussi bonne constitution. Oui, mais elle est dénaturée. C'est-à-dire que c'est une constitution qui faisait la synthèse de toute l'histoire de France. Il fallait pas l'abîmer. Alors après, elle ne résout pas le problème de la qualité des hommes. Ben oui, c'est d'excellentes institutions, mais avec des gens qui ne sont pas à la hauteur. Aujourd'hui ou hier, ça donne pas de bons résultats. C'est-à-dire qu'on est toujours devant le choix politique, malgré tout, même si les institutions sont bonnes. Je pense qu'on a fait une grave erreur en l'abîmant sans arrêt de réforme en réforme. Moi, je suis pour le retour à la Constitution de 1962, c'est-à-dire le septennat renouvelable autant que les Français le décident. Quand c'était le cas, ils n'ont pas décidé de... le seul double septennat était celui de François Mitterrand, encore entrecoupé par 2 cohabitations. Donc voilà, la cohabitation, quand elle venait, faisait une respiration, quand les Français le souhaitaient. Voilà, donc moi, les institutions, je pense qu'il faut les nettoyer, mais pas pour faire la 6e République qui ressemblerait à la 4e, pour faire la 5e. Refaire une vraie la vraie 5e République. Bon, après, puis il y a des choses qui ne sont pas dans la Constitution, mais qui ont quand même beaucoup abîmé la vie politique du pays. Il faut revenir sur le non-cumul des mandats. François Hollande dit que c'est la plus grande erreur de son mandat. Oui, mais voilà, j'aimerais bien que tout le monde s'en rende compte. C'est-à-dire on a séparé, opposé le local au national, ce qui est une folie. On a fait des parlementaires hors sol, hors histoire, hors société. Et on a fait des élus locaux dont... il a fait une autre erreur, c'est les grandes régions qui sont devenues... Vous savez, De Gaulle disait, les féodalités n'aiment rien moins qu'un État qui fasse réellement son métier, qui par conséquent les domine. Quand vous faites des grandes régions et qu'en plus vous décidez d'ouvrir la boîte de Pandore du pouvoir réglementaire, voire de l'adaptation législative pour chaque région, vous retournez à une situation qui est pré-nationale en France. Voilà, bon.
Alors tout ça, il faut s'interroger là-dessus. Mais s'il y en avait une qui me paraît moi, divergente et qui va peut-être choquer certains d'entre vous, mais que je crois absolument indispensable et qui concerne la question européenne et la question de la souveraineté du peuple, je crois qu'il n'y a rien de plus urgent aujourd'hui que de rétablir la responsabilité politique. Et rétablir la responsabilité politique signifie que le pouvoir appartient réellement aux responsables politiques, sous le contrôle du peuple qui les élit. Et donc, on ne peut pas continuer avec ce que les juristes appelleraient la hiérarchie des normes actuelle, c'est-à-dire un système dans lequel la loi française n'est plus au sommet de la hiérarchie des normes, mais les conventions internationales, les traités et les droits dérivés européens, et puis ce qui en découle quant au pouvoir des juridictions internationales ou supranationales, et aussi à nos propres juridictions, puisque nos propres juridictions aujourd'hui sont parfaitement fondées, dans l'état actuel de notre système juridique, à écarter la loi française au profit d'autres textes. Voilà. Moi, je rêve d'un système dans lequel, comme c'était le cas auparavant, dans lequel l'homme politique, le responsable politique, assume la responsabilité politique de vouloir quelque chose ou de ne pas le vouloir. Voilà. Il n'y a rien de pire que de venir devant le peuple en disant « j'y peux rien ». Voilà, c'est pas moi, j'y peux rien, après avoir promis qu'il pouvait tout. Ça c'est un énorme danger. Alors ça ne règle pas le problème du contenu de la politique, mais du pouvoir de la politique. Il faut rendre leur puissance... Alors la solution, juridiquement, elle est simple, politiquement, elle est très lourde, très compliquée. Juridiquement, il suffit d'abord de se souvenir de ce qu'était l'état du droit au début de la Ve République. C'est-à-dire, dans la Constitution de la Ve République, il y a un article 55 de la Constitution qui dit que les traités sont supérieurs à la loi. Mais cet article a été interprété par nos juridictions pendant longtemps, jusqu'en 1975 pour la Cour de cassation, jusqu'en 1989 pour le Conseil d'État, de la façon suivante. Le traité était supérieur à la loi quand le traité était postérieur à la loi, enfin était ratifié postérieur, et la loi était supérieure au traité quand elle était postérieure au traité. C'est-à-dire que c'était la dernière expression de la volonté du législateur qui l'emportait. On a abandonné ces jurisprudences, ce que je crois nécessaire aujourd'hui, ça peut faire hurler un certain nombre de gens, je crois nécessaire aujourd'hui de rétablir en l'inscrivant dans la Constitution ce principe qu'on appelait, quand moi je faisais mes études, on appelait ça la loi écran, c'est-à-dire la possibilité de dire sur telle disposition d'un traité, je veux rediscuter avec mes partenaires, vous ne voulez pas rediscuter, eh bien je fais une loi qui rendra inapplicable cette disposition sur le territoire français. Et le jour où vous voudrez rediscuter, on rediscutera, ça va très bien. Mais en attendant, et je viens devant les Français en disant, voilà, je n'ai pas voulu faire la loi, je n'ai pas voulu contrarier cette disposition par une loi parce que je pense que le remède serait pire que le mal pour tel. Je l'assume, je ne le fais pas, mais j'assume de ne pas le faire. Ou bien je le fais, ça provoquera une crise, mais parfois il faut des crises limitées pour éviter des crises plus graves, et je l'assume. Voilà. Ça, c'est l'essence même de la responsabilité politique. Alors, on me dira, on va mettre l'Europe, on va créer le chaos en Europe. On a très bien vécu jusqu'en 89, en tout cas pour le droit public, avec cette règle. Ça n'a pas empêché l'Europe de se construire, ça n'a pas mis le chaos. Après, il faut élire des gens qui ont du discernement. Ça veut dire, mais oui, mais ça veut dire qu'on ne fait pas tous les jours, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà, c'est pas parce qu'on a le droit qu'il faut faire n'importe quoi. Mais et pour y arriver, il n'y a qu'une solution, c'est de réviser la Constitution, comme l'a fait le général de Gaulle en 1962. Pour établir l'élection du président de la République au suffrage universel, en utilisant non pas l'article 89 qui oblige à un vote des deux chambres identiques avant de passer soit au Congrès, soit au référendum, mais par l'article 11, puisqu'il y a une partie de l'article 11 concerne l'organisation des pouvoirs publics. L'article 11 dit que le président de la République peut soumettre, sur proposition
du gouvernement un projet de loi directement au peuple français, y compris un projet de loi constitutionnel. Ce qu'a fait le général de Gaulle en 62, ce qu'il a réutilisé d'ailleurs à plusieurs reprises pour des raisons de décolonisation, mais qu'il a utilisé en 69 pour le référendum qu'il a perdu. Voilà. Et le jour où on aura un président de la République capable de venir à la télévision, de se faire incendier, comme c'est arrivé au général de Gaulle en 62, par les constitutionnalistes qui diront c'est inconstitutionnel, par le Conseil d'État qui dira c'est un coup d'État constitutionnel, ou par un président du Sénat comme à l'époque qui disait Monerville qui avait qui a accusé le général de Gaulle de forfaiture, c'est-à-dire d'abus de pouvoir. Il faut se rappeler quand même l'Assemblée nationale de l'époque, qui n'était pas une assemblée totalement gaulliste, qui était faite du personnel politique, en réalité, en grande partie de la 4e, a renversé le gouvernement Pompidou. Et De Gaulle, d'abord, ne s'est pas débarrassé du gouvernement Pompidou, il a dissous l'Assemblée. Bon. Et puis il est venu à la télévision, il a dit, voilà, c'est à vous de trancher. Y a-t-il d'autres solutions? C'est à vous de trancher. Voilà. Et le peuple français a tranché à une large majorité pour l'élection de président de la République du suffrage universel. Et puis après, ils sont allés voter aux législatives et ils ont voté pour une large majorité gaulliste à l'époque. Voilà. Mais c'est ça la politique, la vraie. C'est-à-dire, et puis s'il n'avait pas gagné, s'il n'avait pas gagné le référendum, le général de Gaulle serait parti. Ça vous intéresse toujours la politique? Vous la suivez? Non, mais ça me passionne. J'ai quitté la politique politicienne, partisane, que je trouve aujourd'hui. C'est elle qui vous a quitté, non? Franchement, en dessous de tout, quel que soit l'endroit où vous regardez, c'est où vous avez la démagogie, ou ce que j'appelle la politique des marqueurs. Je fais quelque chose dont je sais que je ne pourrai pas aller, ça ne marchera pas, ça sera annulé, les juges ne l'appliqueront pas, l'Union européenne n'en voudra pas. Mais je le fais parce que c'est un marqueur. Voilà. Après, je pourrais dire, mais moi je voulais, mais... comme la loi sur l'immigration, par exemple. Aujourd'hui, par exemple, est-ce que LR doit voter la motion de censure du Rassemblement national? Alors, je vais vous choquer, je m'en fiche. Pourquoi? Mais parce que ça donnera quoi? Ils vont voter pourquoi? Savoir pourquoi on vote. Pour renverser le gouvernement. Oui, ça, c'est pas un but en soi de renverser le gouvernement, parce qu'après, il faut faire. Non, mais c'est peut-être un moyen d'agir. Après, il faut faire des majorités, il y aura des législatives. J'ai le sentiment que ça sera assez compliqué pour le groupe LR, en tout cas pour une partie d'entre eux, de voter, parce que le risque de la dissolution n'est pas forcément quelque chose qu'une bonne partie des parlementaires, pas seulement chez LR d'ailleurs, verraient arriver avec plaisir. Donc, oui, mais c'est normal, la motion de censure, elle est à double tranchant. Donc, voilà, donc je ne sais pas, mais c'est avant même de se poser ce genre de questions, pourquoi n'ont-ils pas fait sur la réforme des retraites, par exemple? Dans quel état il y a un moment où la question doit être posée, de savoir ce que l'on veut. Il y a deux questions fondamentales à la politique, qui est vraie pour les peuples comme pour les familles politiques ou les partis. C'est qui sommes-nous? Et deux, que voulons-nous? Voilà. Tant qu'on n'a pas répondu, les questions du genre est-ce qu'il faut faire une motion de censure, il y a eu plusieurs cas où la motion de censure aurait pu avoir un sens parce qu'elle était dirigée contre un projet précis. Alors, et si on était contre, il fallait voter la censure. Mais le problème quand même, c'est le fond des choses. On est en face d'une crise de société, de civilisation, qui touche tout l'Occident. Regardez les États-Unis, regardez l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne, c'est tout. Parce que toutes ces sociétés sont profondément fracturées. Elles sont profondément fracturées, et vous savez, moi je suis très intéressé par la pensée de René Girard, et il dit quelque chose de très juste, qui est presque une banalité, mais qu'on a oublié. Les sociétés trop divisées finissent toujours par essayer de rétablir leur unité par la violence. Toujours. Et vous pouvez regarder toute l'histoire. Là, vous apprenez pas des recettes sur l'histoire qui se répètent, vous apprenez ce qu'est la nature humaine, et elle nous conduit à cette conclusion. Aujourd'hui, on est menacé par ça, et tout ça dans les désordres du monde que tout le monde peut observer et dont tout le monde peut s'inquiéter des conséquences. Donc, devant une telle crise, devant ce que Freud avait appelé entre les deux guerres malaise dans la civilisation, vous ne pouvez pas vous exonérer pour faire de la politique et pour tenter de conjurer les risques
de cette crise, vous ne pouvez pas vous exonérer de la dimension intellectuelle et morale. Ces crises-là, elles ont toujours leurs racines dans le champ intellectuel et moral. Donc, si vous ne commencez pas par là, si vous n'acceptez pas cette petite réflexion qu'on a esquissée tout à l'heure sur le cas de conscience et la bonne conscience, mais aller au fond des choses, comprendre quel est l'état de la société, comprendre quelles sont, encore une fois, les racines intellectuelles et morales. On parle d'économie sans arrêt, mais la façon dont intellectuellement on a traité les politiques publiques avec ce qu'on appelle, mais ça nous prendrait un long moment pour le développer, mais des politiques comptables dans lesquelles on oublie qu'il y a des hommes derrière des chiffres et derrière des tableaux, des chiffres qui sont d'ailleurs souvent faux. Bon, il y a des hommes, il y a des gens que vous dirigez. Vous critiquez beaucoup l'approche du problème des retraites, l'approche uniquement comptable du problème des retraites. Mais oui, parce qu'elle l'a été, parce qu'on a oublié qu'il y avait des gens derrière, on a oublié qu'il y avait des réalités macroéconomiques, que les réalités macroéconomiques, elles étaient faites par les comportements des gens. Voilà, rappelez-vous, là, on s'est moqué du monde, indépendamment de ce qu'on pense de la réforme elle-même et de sa capacité à résoudre notre problème de financement des retraites. Depuis Michel Rocard, il existe un organisme qui s'appelle le Conseil d'orientation des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites, il réunit toutes les parties prenantes, à la fois gouvernementales, syndicales, patronales, et tous les gens qui produisent des chiffres, des statistiques, notamment dans l'État, donc l'INSEE, la DARES, service statistique du ministère des Affaires sociales, etc. Les services des caisses de retraite. Bon, tout ça est représenté, tous les chiffres ils sont discutés. Alors, comme tous les chiffres, ils sont discutés et ils se discutent de toute façon. Il n'y a pas de chiffres qui ne se discutent pas. Mais c'est ce qu'on a de plus partageable comme chiffre. Et on fait un projet de loi, on mène un débat sans utiliser ces chiffres, sans même que tous ceux qui parlaient de ce sujet aient ouvert le rapport du corps. Et le jour où un député, je trouve que c'était un député socialiste, demande au ministre des Affaires sociales qui était en charge du dossier des retraites à l'Assemblée d'où viennent ces chiffres à lui dont il parle, le ministre répond « Je n'ai pas de compte à vous rendre sur mes chiffres ». Et voilà. Mais oui, mais or vous avez... Mais c'était pas une astuce, il ne savait pas. Oui. Mais il ne s'était jamais posé la question. Personne n'a été capable de dire d'où venaient ces chiffres dont on parlait. Alors, je ne vais pas vous raconter toutes les discussions que j'ai pu avoir avec tous les experts des retraites et gens qui s'étaient penchés sur ce dossier. Mais rappelez-vous, au début, il allait y avoir plus de 2 millions de gens qui n'allaient plus avoir de petites retraites, mais des retraites augmentées. À la fin, ils n'étaient plus que 20 000 à la fin de la discussion. Bon, on ne peut pas traiter ce genre de sujet qui engage la vie des gens de cette façon-là. Voilà, encore une fois, derrière les chiffres, il y a des gens, derrière les chiffres, il y a des vies. C'est comme les chiffres c'est comme les chiffres sur le pouvoir d'achat ou sur l'insécurité. Il faut toujours se demander d'où ils viennent. Il faut toujours se demander comment ils sont fabriqués. Moi, j'ai entendu pendant des décennies expliquer qu'il n'y avait pas d'insécurité croissante en France, il n'y avait pas de violence qui augmentait, il n'y avait pas de violence à l'école. Rappelez-vous, puis après, il n'y a eu pas de vague. Alors là, on a découvert que s'il n'y en avait pas dans les statistiques, c'était parce que on dissuadait les gens de déclarer les incidents. Et croyez-moi, le croyez-vous ? Après avoir vécu cet épisode, après avoir dit que plus jamais ça ne se passerait comme ça, on en est toujours là. Vous parliez de Paty tout à l'heure. Mais Paty, celui qui dérangeait, c'était Paty. Il faut se souvenir qu'avant qu'on lui coupe la tête, celui qui méritait d'être sanctionné, c'était Paty. Et oui, c'est vrai. Eh oui, mais donc on n'a rien changé. Mon problème, c'est on me demande souvent, mais alors il faut faire quoi ? Mais d'abord deux choses. La première, c'est d'être lucide. Je reviens à René Girard qui écrit, il y a cette formule, là encore, très banale, mais qui fait réfléchir. Ne pas être lucide, c'est toujours contribuer au pire. Et puis, deuxièmement, arrêter
de faire ce que nous faisons depuis 40 ans. Arrêtez de penser comme nous pensons depuis 40 ans. Arrêtez de mener nos politiques publiques nationales ou internationales comme nous le faisons depuis 40 ans. Voilà, c'est la première des choses. Or, tout continue. Prenez tous les sujets, l'école, la sécurité, la santé, ça continue. Les finances publiques, mais tout, ça continue. Les mêmes mots, les mêmes actes. Voilà. Donc la première des choses, arrêtez de faire ce que nous faisons depuis 40 ans et qui nous a ramené une fois de plus dans une situation de crise extraordinairement dangereuse. Et là, on en est à la combienième fois? À la quantième fois? Nous sommes à la 6e fois, 5e fois ou 7e fois? Est-ce que, selon vous, les murailles vont tomber? Ou est-ce qu'elles si on continue comme ça, elles vont tomber, oui. Alors ça ne sera pas la fin de l'humanité, hein, mais non. Elles vont tomber, oui. Ça, il y a un moment où elles vont tomber. Vous savez, c'est comme les lignes rouges dans les conflits. On se dit, on a franchi toutes les lignes rouges, il ne s'est rien passé. Puis un jour, vous avez franchi celle de trop. Et voilà, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, au bout de ça, si on continue comme ça, au bout, nous aurons la violence. La pire des violences, la violence qui est entre chacun d'entre nous et qui, lorsqu'on la laisse sortir, dévore tout sur son passage. Vous aurez la violence, vous aurez le chaos, et à ce moment-là, vous aurez, quand ça deviendra trop violent, trop insupportable, un immense besoin d'ordre. La question est, quel sera le visage de cet ordre? Voilà. Bon, écoutez, nous ne répondrons pas à cette question ce soir. Merci beaucoup, Henri Guénaud. Le livre est formidable, il est très riche, il est très stimulant, et il est à la fois désespérant et stimulant. C'est ça qui Alors, est... pour le désespoir, quand même, un mot là de Bernanos cette fois-ci. Mais vous savez, à mon âge, quand de temps en temps on a trouvé un mot à mettre sur une pensée qui était confuse, on est content, on le répète sans arrêt. Et je vais vous dire deux choses. Premièrement, l'espérance, Bernanos dit l'optimisme c'est une facilité, l'espérance c'est une vertu, mais c'est une vertu héroïque. Bon, il y a des moments où elle est plus héroïque que d'autres, hein, nous y sommes. Et la deuxième chose, petite anecdote, j'arrive sur un plateau de télé il y a 2-3 mois pour parler du livre, et c'était la pause publicité. Et donc les deux présentateurs, il y avait deux présentateurs, et l'un me dit: oh là là, on vient de voir des images d'une manifestation pro-palestinienne en Allemagne, et un journaliste a tendu un micro à un manifestant qui portait un drapeau palestinien sur son dos, et le manifestant en question lui dit au journaliste, au micro devant il dit: de toute façon, on vous tuera tous. Et il me dit: vous vous rendez compte? Donc complètement effaré, très bien. Je m'assieds, il s'assied, l'émission commence. Premier mot du journaliste à propos du livre, vous êtes très pessimiste quand même. Oui. Et j'avais envie de lui dire, là, il y a 5 minutes, là, vous étiez comment? Oui. Vous voyez, c'est devenu voilà, pessimiste, désespérant, c'est comme Munich, hein, on ne réfléchit plus, hein, soyons lucides. Oui, mais désespérant et stimulant. J'espère qu'il pousse à l'espérance comme vertu. Exactement. Et cette conversation, nous la poursuivrons, mesdames et messieurs. D'abord, nous la poursuivrons plusieurs fois. D'abord, vous la poursuivrez avec Henri Guénaud qui va vous signer ses livres. Et nous, tous les sujets que nous avons abordés ce soir, nous les aborderons à nouveau le 18 avril avec Chloé Morin pour son livre sur le wokisme, et vous en parlez. Nous en parlerons le 19 avril, le lendemain, avec Gilles Kepel pour son livre Holocauste sur Israël et Gaza et le Hamas. Et nous en parlerons le 21 mai avec le général Lecointre qui publie un livre sur la guerre, sur justement les effets de la guerre. Et lui, il l'a connu de très très près, la guerre. Voilà. Vous voyez, Chloé Morin, elle vient de la gauche. Il y a de l'espoir. Oui. Non, mais c'est très intéressant. Elle a été conseillère de Hérault et de Manuel Valls. Et le livre qu'elle a écrit, d'ailleurs, les précédents aussi, sont des livres qu'on pourrait croire écrits par des gens. Mais elle est reniée par une partie de la gauche. Mais bien sûr, elle est reliée par la gauche, qui ne s'occupe plus d'ailleurs de la question sociale, qui ne s'occupe plus que de la question, on va dire, sociétale. Mais son livre, oui, parce qui est devenu wokiste. Oui, bon, le wokisme, et puis avant, on a tout essayé, voilà, oui. Le livre d'avant. Et qui se termine par « Et tout ça pour arriver à Marine Le Pen ?» point d'interrogation. Voilà, donc on a encore beaucoup de travail, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'être venus. Et puis donc, on se retrouve le 18 avril avec Chloé Morin. Merci.